Il ne porte jamais d'uniforme, mais dirige pourtant l'une des brigades les plus sollicitées du commissariat. Une brigade mixte, au profil très différent, qui tous les jours combat incognito le street deal, autrement dit le trafic de drogue en rue. Donc pour aujourd'hui, je propose qu'on va scinder l'équipe en deux. Mission du jour, interpeller 2 vendeurs de stupéfiants. Le premier au boulevard Lemonnier en plein centre-ville, le second dans la commune de Schaerbeek. On a une bonne description. Il s'agit d'une personne de plus ou moins 1m80, 35 ans. Il a une particularité, c'est qu'il a la calvitie frontale et il a vraiment une couronne de cheveux noirs. Et il vendrait cocaïne, héroïne sur place. Essayer de voir si quelqu'un correspond, essayer de voir s'il fait quelque chose et on se tient au courant. Pour la première équipe, pas besoin de véhicule. Leur cible a été localisée à quelques centaines de mètres à peine du commissariat. On va voir ce qu'ils vont faire et regarder un peu. À mon avis, ils ne nous ont pas encore vu. Tiens là à l'œil. Hein. On va voir où ils vont. Hein. Je prends déjà un peu l'avance. Mais l'opération tourne court. La deuxième équipe demande rapidement du renfort. Voilà, donc on a pris 2 voitures, on a tout le monde avec et on se dirige vers chez vous. Pas une seconde à perdre. Le second suspect semble être en contact avec plusieurs clients. On va maintenant donner un coup de main à nos collègues qui se trouvent à Schaerbeek. Parce que donc lors du briefing, il avait dit qu'ils allaient observer un suspect là-bas, à Schaerbeek. Et apparemment, donc ils l'ont localisé, donc il est arrivé à la maison. Première étape, interpeller un acheteur dans cette voiture grise pour établir le flagrant délit. Et moi, on a laissé John avec l'acheteur et on va arriver sur place. Preuve à l'appui, l'interpellation du suspect peut désormais être effectuée. Quelques secondes suffiront pour l'immobiliser à proximité de son domicile. Ça va, je l'ai. Encore un paxon. L'individu, qui détient encore de la drogue sur lui, est emmené illico au commissariat. Le restant de l'équipe, elle, entame une perquisition immédiate de son domicile, où un deuxième individu est signalé. Complètement surpris et hagard, le complice présumé est sorti du sommeil par les 2 policiers. Nous avons arrêté votre ami qui, selon nous, vit ici. Il avait les clés qui ouvraient les portes. Il avait les clés qui ouvraient les portes. Nous allons entamer une perquisition, ok? Vous devez juste rester dans le fauteuil et attendre. Après la perquisition, nous vous emmènerons au commissariat. L'appartement sera fouillé de fond en comble, conformément à la loi. Les perquisitions peuvent se faire de manière immédiate. Donc à partir du moment où on est en flagrant délit, on donne des compétences spéciales à des officiers de police judiciaire, ce qui est mon cas, et je peux rentrer chez des gens sans mandat. En fait, c'est pour pouvoir faire rapidement la recherche et pour ne pas perdre de temps à demander des mandats, etc. Le législateur a prévu cette procédure. Très vite, une première découverte confirme les soupçons. C'est bon, ici on a l'argent. Donc ça, en général, c'est annonciateur de découvertes futures? En général, c'est assez parleur, donc ils ont rarement, donc les dealers ont rarement des comptes en banque. Quand ils en ont, ils évitent de mettre l'argent des ventes sur ces comptes-là, justement pour éviter les enquêtes bancaires et pour pouvoir essayer de nier l'évidence, en fait. Il y a combien là au bas mot? C'est une très bonne question. Donc, il y a un billet de 200, 2 billets de 200, 400, 500, 600, 700. Je dirais un peu plus de 1000 euros, je dirais dans les 1400, 1500 euros. Quelques instants plus tard, dans une chaleur étouffante, la drogue sera découverte au fond d'un sac en plastique, accroché à une porte. Ouais, ça c'est de l'héroïne. Ça c'est encore de la cocaïne, je suppose, avec de la coupe. Une prise qualifiée de classique. J'estime que ça doit plus ou moins être 100 grammes d'héroïne, ça, donc en bloc encore. Et je pense un petit 5 grammes de cocaïne que j'ai ici.
Ça, c'est de la coupe. Donc, ils vont couper le produit primaire et rajouter du produit qui n'a rien à voir, juste pour augmenter la quantité. Donc, je ne parlerai pas de grosses prises ici, mais c'est quand même un bon petit dealer avec un bon petit débit, sans pour autant que ce soit Pablo Escobar, évidemment. Pour l'homme trouvé sur place, direction le commissariat, où son complice en situation illégale sur le territoire se trouve déjà. J'ai pris contact avec le magistrat. Il est privé de sa liberté et demain il veut le voir. Il était connu de vos services? Oui. Monsieur est récidiviste. Oui. Un avocat est alors contacté pour préparer l'incontournable audition qui suit chaque arrestation. On me dit qu'on vous reproche de faire une vente de stupéfiants. La première question principale est la suivante. Est-ce que vous avouez ou bien vous niez les faits? Si vous niez, bon, on a le droit de mentir, bien entendu. Il faut que le mensonge tienne. Et la plupart des fois, la police dispose de ses propres éléments de preuve. Et donc, on peut mentir, mais vraiment sans beaucoup de succès. Rien, moi je dis la vérité, c'est tout. Ouais. Attraper, vendre, ils vont dire. Au terme de cette consultation, une audition a priori facile donc, pour l'enquêteur chargé du dossier. Vous vendez quoi en fait? Explique-moi un peu. Vous vendez l'héros, cocaïne, les deux? Les deux? Pour la cocaïne, vous demandez combien? Je demandais, ça dépend. Si tu prends 1 gramme, c'est 45. 45 euros. L'homme reconnaîtra la vente d'environ 10 grammes de drogue par jour, en évoquant de gros problèmes de santé qu'il devrait assumer financièrement. J'ai l'hernie discale, et comme ça elle est sortie, une grande hernie. J'ai un nerf sciatique, il est bloqué dans l'hernie discale. Ça, tout il dort. Je suis handicapé, le moitié handicapé. Tout il dort. Si tu touches, je sens rien. Le 7 août, j'ai rendez-vous avec le chirurgien pour opération. Je dois payer de ma poche. C'est pour ça que je travaille, ce travail. C'est pour ça que vous vendez? Ouais, c'est pour ça. Il y a combien là chez vous? 3 000. J'aime pas ça d'argent, je te jure, sur la tête de ma mère. Je suis pas fier de ça, je suis pas fier. Je suis pas fier. Et c'est dommage, c'est mon maladie qui m'a poussé à faire ça. Mais lorsque les policiers tentent de remonter la filière, la tâche se complique face aux déclarations nébuleuses du vendeur. Est-ce que vous voulez parler de votre fournisseur ou pas? Est-ce que vous me dites... Je ne connais pas lui bien, la vérité. J'allais au café, au Charov, à Molenbeek. Vous avez un numéro de GSM ou quoi? Je ne contacte pas lui, jamais. Pendant ce temps, sur le bureau voisin, l'inventaire de la saisie. Donc les sommes d'argent saisies vont dans l'attente d'une décision de la justice sur le compte de l'Office central des saisies et confiscations. Donc ça c'est un compte qui appartient à la justice en attendant, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait une décision. La drogue est détruite dans un deuxième temps? Normalement la drogue sera détruite quoi qu'il arrive au final. Normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure. C'est-à-dire qu'en attendant, on garde les stupéfiants auprès du greffe. Si jamais le juge estime qu'il faut faire des analyses pour bien confirmer qu'il s'agit de tel ou tel type de stupéfiant, dans ce cas-là, ça part à l'INCC, c'est analysé, ça revient auprès du greffe, et une fois que le jugement est définitif, dans ce cas-là, ça pourrait être détruit. Le jour s'est couché et l'audition vient à peine de se terminer. Les deux individus passeront la nuit en détention dans un centre cellulaire, aussi secret que minimaliste. C'est assez rudimentaire, effectivement. Il y a de quoi dormir, donc il y a un matelas, il y a une couverture, une toilette et il y a un système de communication avec les préposés en cas de besoin. Quelques heures qui s'annoncent très longues avant le transfert matinal au palais de justice. Ils seront présentés devant un procureur qui peut saisir un juge d'instruction s'il estime nécessaire, qui pourrait mettre le suspect en prison ou le libérer. Il est 2 heures du matin, premier moment de répit pour le dealer, mais aussi pour la brigade, après une journée pour le moins animée. Le temps est venu de se reposer, avant d'affronter la journée du lendemain. Une journée qui débute avec l'arrestation d'un autre dealer en possession de 16 paxons de cocaïne. Monsieur est en séjour illégal, donc il est important de l'identifier correctement, pour autant que ce soit une première fois.
ou de comparer ces empreintes avec des empreintes qui seront déjà dans la base de données pour voir s'il a déjà été interpellé auparavant. Monsieur n'a pas de papier, aucun moyen de contrôle pour nous de savoir de qui il s'agit réellement que de par vérifier ces empreintes. Je vais prendre 4 photos, une complète de toi, une de ton visage de face, une d'un côté et de l'autre côté. À partir de quand décide-t-on de priver quelqu'un de liberté? C'est les quantités saisies qui priment? Non, ici on est dans le cadre d'un flagrant délit, donc même un simple paxon pourrait suffire de priver quelqu'un de liberté. Évidemment, ici il y a suffisamment d'éléments que pour penser qu'il suffit ou qu'il s'agit d'un dossier de vente. Il y a 16 paxons, c'est un peu beaucoup pour sa consommation individuelle. Donc ici il y a une enquête à faire. En plus d'un avocat, l'homme bénéficiera d'un interprète pour son audition. Mais contrairement aux vendeurs précédents, ce dealer pourtant arrêté en flagrant délit niera tout en bloc. Moi j'ai vu que vous avez caché. Qu'est-ce que vous avez été faire là alors? Si vous n'avez pas caché le stupéfiant, qu'est-ce que vous avez été faire là? Mano no la puede ver si llega a tener algo en la mano, díselo. Monsieur dit Yo no he tirado nada. Monsieur dit qu'il ne portait... Monsieur dit qu'il était simplement assis sur le banc, qu'il ne portait rien, qu'il n'avait rien dans la main et qu'il n'a rien placé. Et avant qu'il était assis sur le banc, j'ai vu, avec mon collègue, on a constaté qu'il était accroupi, il était là et il a caché quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il a caché alors? Qu'est-ce qu'il a été faire là? Tu m'as vu, j'ai caché rien. J'ai vu ça. Je te dis, j'ai caché rien, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait alors là-bas? Pourquoi vous étiez accroupi là? Parce que je suis toujours à la parc. Je suis là, je fume marijuana, je suis là fumant. Contester la vente de drogue, un très grand classique dans ce bureau. Ils peuvent nier l'évidence, c'est leur droit de défense, ils déclarent en fait ce qu'ils veulent. Je pense que l'importance d'une audition est des fois surévaluée. Les constatations sont là, je pense que la personne ici est grillée au niveau de la détention de stupéfiants. Mais pas le temps d'épiloguer, le téléphone qui retentit annonce le déplacement d'un autre vendeur, activement recherché. Non, on va sortir nous directement dans 2 minutes. Ok, on fait pour le mieux. Ok, ça va. Yo. Pas de temps à perdre, l'homme serait sur le point de livrer une cliente. On a bien reçu, nous on arrive qu'Interstate. Ça va être un peu sport, hein. Localisé à Wezenbeek-Oppem, le vendeur doit à nouveau être surpris en flagrant délit. Les 2 interpellations doivent donc être simultanées. Intervention. Quelques secondes après l'interception de la jeune femme, le suspect est à son tour immobilisé dans une rue voisine. Immédiatement menotté, il est extrait de son véhicule qui peut désormais être fouillé. 700 € en liquide seront trouvés rapidement. Rien d'autre pour l'instant, malgré toutes les vérifications d'usage. À peine la fouille terminée, direction le commissariat pour la suite de la procédure. On va te transférer vers le commissariat du centre-ville, rue Marché au Charbon. Et de là, on va fouiller ton véhicule, on va encore une fois te fouiller toi complètement. Et de là, on va aller faire une perquisition. Est-ce que tu veux bénéficier de l'assistance d'un avocat? Oui, j'ai déjà votre collègue, je connais. Ah ouais. Mon avocat, mais je n'ai pas son numéro. Ouais. Et comment est-ce qu'on sait obtenir le numéro de ton avocat? Il faut que j'appelle avec un ami à moi. Ouais, mais ça n'ira pas. L'appel à l'aide, ça n'existe pas pour Je l'instant. traîner mon téléphone. Ouais, ça on peut faire. À son arrivée, l'homme croise son prédécesseur dont l'audition vient de prendre fin. Mais pour les enquêteurs, pas le temps de s'éterniser, c'est que le domicile du suspect peut à présent être perquisitionné. Il faut faire vite et être en nombre, car 2 autres personnes, dont le frère du suspect, sont signalées dans l'appartement. À nouveau, un homme est réveillé dans une chambre, tandis qu'un deuxième se trouve dans le salon. Fils? Oui? C'est bon, on peut la porter dans le salon? Ouais. Un nouvel effet de surprise totale pour tous les occupants sans exception. La fouille peut alors débuter.
Je vérifie si le téléphone n'appartient pas au target qu'on a déjà interpellé, au cas où il aurait un deuxième numéro. Donc je vais vérifier s'il n'y a pas des messages ou dans les applications des choses qui sont pertinentes. Chaque centimètre carré de la chambre est passé au crible. On peut trouver dans une armoire cachée dans des vêtements, on peut retrouver ça dans un matelas, on peut retrouver ça dans des coussins, on peut retrouver ça dans des portes, dans du bois, caché derrière des plaintes, dans des compteurs, dans des boîtes d'aliments. On peut vraiment retrouver partout, donc on fait tout à fond. Sans oublier les tickets et autres inscriptions de quelque nature que ce soit. Ici, par exemple, on a un billet de train vers les Pays-Bas. Ça peut toujours être l'origine d'un achat de stupéfiants ou encore l'origine du trafic, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse parfois à certains voyages qui ont été exécutés par les personnes. Dans la cuisine, même les aliments sont scrutés de très près. C'est déjà arrivé de trouver de la drogue dans des légumes, des fruits? Pas moi personnellement. Maintenant, il y a certains collègues effectivement qu'on a déjà trouvé. On essaie de vérifier un maximum, quoi qu'il arrive. Parfois, il arrive que les trafiquants gagnent, on va dire, qu'ils arrivent à la cacher à un endroit où on ne la trouve pas. Tant mieux pour eux, mais nous, on essaie de faire un maximum. Prostré sur le fauteuil, le frère du suspect se dit serein, malgré l'improbable scène. Votre frère est suspecté de vendre de la cocaïne, ça vous surprend? Ouais, un peu. Jamais vous n'aviez... Non, j'ai toujours déconseillé de ne rien faire. Il m'a déjà vu rentrer en prison 2 fois, donc il est vraiment pas comme ça. C'est quelqu'un de très gentil, il n'a rien à voir avec ça. Pour vous, c'est un malentendu? Ouais, un malentendu. Mon frère, il ferait jamais ça. Pour devenir riche ou quoi, non. Pourtant, quelques minutes après ces propos, plusieurs milliers d'euros sont découverts dans le canapé. C'est pas à moi. C'est pas à toi? Je sais pas. C'est à qui alors? C'est bon, c'est lui. Oui, à ton frère? Ouais. Juste pas mélanger ça. Non, c'est pas compté. Le frère dit que ça ne lui appartient pas, donc, et qu'il dit que ça appartient forcément à son frère, donc ça rajoute... ouais, on verra bien. On lui demandera. Ah, mais chez nous, ouais, on peut mettre sur ce qu'on veut. Mais ça où tu veux? Ouais, on t'aura 10 000 euros, jusqu'à 12 000 euros. C'est bien par chez nous. Ouais. Mais moi j'enquête juste, donc... Ouais, je sais bien, je vous disais jusqu'hier, voilà. Malgré la fouille minutieuse, aucun stupéfiant en revanche n'est retrouvé dans l'appartement. Les 2 hommes sont laissés provisoirement libres. L'équipe peut désormais retourner au commissariat. Une opération qualifiée de satisfaisante au regard du contact établi. Le premier contact est très important parce que si on grille ce premier contact, ça se passe plus jamais bien dans l'enquête. Donc il faut qu'on reste humain, qu'on reste normal avec les gens, qu'on ne commence pas à aboyer dessus parce que sinon on tue cette relation de travail, ce qui n'aidera pas notre travail de fond par la suite. Pendant ce temps, au commissariat, le frère interpellé quelques heures plus tôt est passé aux aveux. Il vend régulièrement de la cocaïne. C'est exact que vous avez alors vendu 2 paxons, un restaurant, quelqu'un qui travaille dans un restaurant. C'était où le restaurant? Chaussée de Louvain. Chaussée de Louvain. De nombreux paxons seraient par ailleurs soigneusement dissimulés dans son véhicule. Elle nous a expliqué comment on doit faire pour ouvrir la voiture, parce que sinon on ne va jamais trouver ça. C'est un peu du James Bond pour trouver les paxons. On va voir ce qu'il a là-dedans. Donc après qu'on a démarré, on va pousser sur le 2e bouton, c'est celui-ci, et un autre bouton qui est ici en haut. Et après, on pousse sur un bouton ici. Voilà, vous avez entendu le clic? Voilà. On doit enlever la radio qui est fixée comme ça. Et là, normalement, voilà, on trouve une boîte avec plusieurs paxons de cocaïne qui sont déjà prêts à la vente, sont déjà bien fabriqués. Et alors, on va voir ce qu'on trouve encore. Encore un sachet avec des paxons. Aussi paxons de coke prêts à la vente. Il nous avait dit aussi qu'il avait des GSM. Voilà, donc 2 GSM, c'est le backup de ses clients. Donc si jamais donc, il n'a plus les autres GSM, ou il les a perdus, ou il a dû jeter, il a toujours encore les numéros en réserve de tous ses clients, qui comme ça, donc il peut les contacter avec un autre numéro pour les vendre des stupéfiants.
Ça fait 31 ans que je vis à la police de Bruxelles. C'est vraiment rare, c'est exceptionnel, honnêtement. Parce que normalement, s'il a un contrôle de routine, on ne va jamais trouver. Il y a personne qui va les vérifier. En plus, il a plusieurs boutons à faire en même temps. Donc c'est vraiment sophistiqué et c'est très bien fait pour cacher les stupéfiants, quoi. La découverte sera communiquée à tous les collègues de terrain, histoire de renforcer l'efficacité des futurs contrôles. À la tombée de la nuit, l'homme en aveu complet sera lui aussi conduit en cellule avant son transfert au palais de justice. Une nouvelle journée riche en enseignements pour tous les membres de l'équipe. Quelques heures plus tard, retour au commissariat pour une journée au programme différent. Aujourd'hui, pas d'enquête, priorité à la récolte d'informations. On patrouille sans but précis, mais on fait un tour des lieux habituels de consommation pour vérifier si on ne tombe pas sur des consommateurs, des stupéfiants, voire même un dealer en train de vendre de la marchandise. Le but principal, c'est d'obtenir toute la filière. Avoir uniquement le consommateur n'apportera rien de plus, il n'y aura pas de plus-value à notre dossier. En général, les consommateurs parlent facilement de ceux qui les approvisionnent? Tout dépend d'un consommateur à l'autre. Certains peuvent donner des noms, des lieux de transaction. Pour d'autres, c'est le mutisme total. En plein cœur de Bruxelles, certains lieux de consommation constituent ainsi de véritables mines d'or en termes d'information. Comme ce parking, particulièrement prisé des toxicomanes. Mais pour le moment, la personne, mais j'ai dit, c'est pas l'heure idéale parce que les consommateurs de l'héroïne, c'est surtout le matin qu'ils sont là. Le soir aussi, hein, donc ils sont tout le temps là. Mais ils se cachent un peu dans les coins et alors ils laissent les attributs qu'ils ont besoin quelque part cachés. Donc voilà, Seringue est là. Souvent, ils cachent à l'auteur, comme ça les gens, quand ils nettoient à terre, ils ne voient pas tout ça. Dans une poubelle toute proche, d'autres résidus pour le moins surprenants. Mais souvent, ils nettoient maintenant eux-mêmes, les consommateurs, donc ils cachent tout. Je fais juste attention pour les seringues. Et après leur consommation, donc ils nettoient eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est les alus. Donc ça, c'est le briquet pour chauffer leur soupe. Ça, c'est donc la tube là pour inhaler, les vapeurs. Donc ça, c'est l'alu où ils ont consommé l'héroïne. Un peu de citron. Parce que comme ça, donc, quand il fait sa soupe, comme il dit, donc il va préparer le cuillère, il met l'héroïne, il met de l'eau, et alors il met quelques gouttes de citron. C'est parce que ça se marie bien apparemment, donc c'est beaucoup plus facile pour que l'héroïne se fond. Et alors c'est beaucoup plus facile pour injecter. À Bruxelles, ces déchets se retrouvent par milliers aux abords des parkings et autres lieux discrets. À la tombée du jour, certains rassemblements suspects en plein centre-ville doivent d'ailleurs être dispersés par les policiers. Les gars, Des comportements impossibles à bannir qui recommencent dans une rue voisine dès le départ des policiers. Vous ne craignez pas les ennuis avec la police? Si, bien sûr que je crains les problèmes avec la police. Mais d'un autre côté, quand vous êtes dépendant, il est très difficile de stopper. C'est vraiment quelque chose de très difficile à gérer, quoi. Pourquoi vous le consommez en plein centre-ville à 9 h du soir? Mais parce qu'on ne trouve pas l'endroit où on peut se mettre dans la tranquillité pour le faire. Donc on va dans le métro, on est jeté par les vigiles. Donc on fait ça dans des chantiers, là où on essaie d'avoir la tranquillité. Mais même ici, on n'est pas tranquille. Là, vous savez que vous êtes à 200 mètres de la Grand Place. Oui. C'est fréquent, ce type de réunion? Tous les jours. Et le week-end, bien pire, mais c'est tous les jours comme ça. Lorsque nous retrouvons la patrouille, d'autres consommateurs en manque font d'ailleurs leur apparition. Mais ça ne va pas du tout, hein, fille. Mais regarde, allez, il faut te soigner. Hein. Tu dors où maintenant? Dans la rue? Et pourquoi tu fumes? Viens ici, parle 2 minutes. Mais comment c'est possible, honnêtement? T'as vu dans quel état tu es? Une bien triste routine pour ces policiers. On essaie de les conseiller, on va dire, voilà, va au centre Lama, va au centre
transit. Il y a beaucoup de centres où on essaye, mais ils sont majeurs. Donc c'est toujours sur base de volontariat. Mais vu qu'ils sont majeurs, on ne peut pas les obliger. Et de temps en temps, ça va bien pendant 1 jour, 2 jours, et après, ils retombent de nouveau dans cette merde, excuse-moi l'expression. Mais c'est comme ça. Ça fait 30 ans que je vois des gens dans des situations pareilles. Ça te mange, honnêtement. Qui ça? 1 heure plus tard, à quelques mètres de la bourse, une info de première main sera fournie par un indicateur sur des nouveaux trafics. Mais il a sur lui ou il cache dans les toilettes ou il cache dans les... Non, il est sur lui. Ouais. Il va la police, quoi, il les jette derrière la machine. Il y a des vols de téléphone. Mais il y a beaucoup? Oui, il y a trop. C'est-à-dire? Sur lui, je sais pas. Bon, un peu quand même. Je sais pas combien. Je sais pas, moi je ne connais vraiment pas de ça, mais je sais qu'il est associé avec l'autre. Hein. Ouais, ça va, je vais tenir ça. Là. Allez, prends ça. Merci. On m'a dit la prochaine fois. Salut, hein. Salut, hein. Ciao. 22 heures, tous les membres de la brigade se retrouvent avec de nombreuses informations collectées aux 4 coins de Bruxelles. Quel est le profil de vos indicateurs? Ça peut être de tout. Un toxicomane qui a été mal servi, quelqu'un qui s'est disputé par rapport à une question d'argent, une copine qui a été battue ou trompée, d'ailleurs bien souvent les meilleures sources d'information. Ça peut être un parent, un frère, des gens qui s'inquiètent par rapport à la situation. C'est très très variable en fait. Quels sont les aspects les plus difficiles à gérer dans votre métier? Je pense que c'est l'horaire. Donc on sait toujours quand on commence, mais on ne sait jamais quand on termine. On traite une affaire de A à Z. Donc il faut que la personne qu'on arrête soit écrouée et puis on a fini. Donc des fois c'est des longues heures effectivement. Une nouvelle fois en effet, l'opération se terminera aux petites heures, avant une nouvelle journée très chargée, où toute l'équipe sera cette fois sur le pont. Dossier du jour, une observation orchestrée par le plus jeune des enquêteurs. Donc pour le dossier d'écoute aujourd'hui, on va principalement cibler une association qui travaille dans la vente de stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne, sur Bruxelles. Ils utilisent des paxons jaunes, ça c'est la particularité. Donc le but aujourd'hui, déterminer qui utilise les numéros, essayer d'avoir une photo et pouvoir déterminer quel véhicule est utilisé pour faire les ventes. Dans les prochaines minutes, il répercutera en direct aux 3 équipes mobiles les informations collectées via les écoutes téléphoniques. Donc moi ici je suis les oreilles, les équipes sur le terrain sont les yeux et l'avantage d'avoir ces écoutes en direct c'est qu'on peut avoir un temps d'avance, on peut anticiper ce que va faire le suspect, ce qui nous permet de nous placer idéalement et de pouvoir observer ce qui nous intéresse sans nous faire repérer. Tu es là? Ouais. Tu es où? Derrière l'église. Ok, je suis là maintenant. Le client vient de confirmer qu'il était sur place, donc juste derrière l'église. Le target va bientôt arriver et pour l'instant il active toujours. Donc juste à côté de l'église. Ouais, Tenfort, merci. Franck, tu sais juste confirmer ta position? Donc notre position se trouve à 100 mètres, 150 mètres du domicile de l'acheteur potentiel. On a vu sur l'église. Dans les 3 voitures en circulation, chaque équipe, comme celle que nous suivons, a son propre objectif. Nous, on va se rendre sur place et on va essayer de localiser les véhicules utilisés par les targets et essayer de voir et de déterminer les points de chute éventuels. Si jamais on voit qu'il y a une vente, en aucun cas on intervient, parce que le but n'est pas de justement griller le dossier, mais de récolter un maximum d'informations sur les identités, les adresses ou les véhicules pour pouvoir alimenter le dossier. Une opération sans aucun horaire fixe, tant les comportements des targets traduisent les cibles sont imprévisibles. On ne peut pas dire à l'avance que ça va durer par exemple 2 ou 3 heures. Tant qu'il n'y a pas une commande qui rentre ou que le suspect par exemple ne sort pas de chez lui, si on se met sur un domicile précis, on peut rester pendant 8, 9 ou 10 heures voilà, sans problème tant que l'observation n'est pas terminée. Les consignes évoluent en temps réel. Notre voiture va d'ailleurs devoir rapidement s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fallait? Ouais, bon sac. Maximum 41 minutes, 1 heure maximum. Ouais, donc Anis, pour ton info, le client vient de recevoir une commande de 5. Il sera disponible que dans 40 minutes ou 1 heure. Donc vous restez là pour l'instant, peut-être que le suspect va passer. Ouais, ok, Tenfort, on reste sur place.
Mais l'attente durera bien plus que prévu, près de 3 heures au total. C'est que les dealers changent fréquemment leur plan. Toute l'équipe doit rester attentive. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met toujours un peu en amont de l'adresse. On essaye d'avoir un contact visuel avec la porte d'entrée et on regarde si éventuellement, lorsqu'une communication rentrera au niveau des écoutes, si un suspect ne quitte pas cette habitation. Une patience qui, à la tombée de la nuit, finira par payer. Il y a contact. L'Audi s'est mis à côté de Laurent. Le client est monté dans l'Audi. Sous les yeux des enquêteurs, vendeurs et acheteurs finissent par se rencontrer. Si on passe devant pour essayer de prendre une photo, on va être directement grillé. Ils sont vraiment méfiants. Pas d'intervention donc, mais un objectif finalement atteint. Donc pour info à toutes les équipes, pour aujourd'hui on a eu tout ce qu'il nous fallait, donc vous pouvez lâcher le suspect. Bien joué à tous et merci. Une journée longue et fastidieuse, ponctuée par un sentiment de satisfaction. L'observation a permis d'assister à 2 transactions, a permis également de confirmer l'identité d'un des suspects et d'un des véhicules utilisés. Donc on joue la sécurité, on a recueilli les éléments qui nous intéressaient et les objectifs. Donc on préfère lâcher le suspect et terminer l'observation. Le service est à présent terminé. Ultime réunion pour l'équipe, beaucoup plus informelle celle-ci. Santé. Santé. L'occasion pour eux de revenir sur leur métier, devenu pour beaucoup une véritable passion. C'est l'action en fait, c'est parce que ça bouge, c'est parce qu'effectivement on traite un dossier de A à Z, du début à la fin, il y a l'interpellation, il y a la surveillance, il y a le suivi administratif, donc c'est un travail de policier assez complet. Donc, on ne s'y ennuie jamais. On s'y ennuie, on ne risque pas de s'ennuyer au STIP effectivement. Quand vous voyez que les quantités de drogue saisies augmentent sans cesse, ça ne vous démotive pas un petit peu ? Non, pas du tout, parce qu'on sait très bien qu'en rentrant dans un milieu comme la lutte pour les stupéfiants est un domaine qui ne s'arrêtera jamais. Mais nous, on doit toujours être là, il ne faut jamais abandonner et chaque pierre qu'on rajoute est une pierre en plus. C'est un job qui vous permet de vous sentir utile. Oui, certainement, oui. Si nous, on n'était pas là, c'était encore pire, quoi. Donc nous, on essaye que la chance d'être pris est le plus haut possible. Évidemment, on ne va pas changer le monde. On sait qu'il va toujours en avoir. Dans cette équipe intergénérationnelle, où tous ont appris à compter les uns sur les autres, les différences de profil constituent une véritable richesse, gage d'une très grande efficacité. Sur les 6 premiers mois de l'année, près d'une centaine de dealers ont déjà été interpellés à Bruxelles grâce à leurs enquêtes.